C'est parti. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon. Oui. Moi, c'est bon, en tout cas. Oui, c'est bon. Ça marche, merci. Donc, je vais vous faire une petite présentation d'Atis assez rapidement. Donc, Atis, on est une association. Donc, siège est à Bordeaux. Notre mission chez Atis, c'est d'accompagner l'émergence et le développement de projets d'innovation sociale, d'utilité sociale. Euh, donc, sur les 7 départements sur lesquels on intervient, que vous avez sur la carte, euh, avec donc de l'émergence de projets pour inventer des nouvelles solutions. Euh, Aussi pour faire émerger les projets, on propose d'incuber des projets d'utilité sociale. Donc on a différents incubateurs sur les différents territoires sur lesquels on intervient et accélérer les projets de développement. Donc y compris, on s'adresse aussi à des structures qui sont déjà existantes et qui veulent continuer à se développer. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on a développé ce programme coopération. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail à la fin de la présentation. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous proposer un webinaire d'introduction un petit peu sur le sujet de la coopération. On va parler de la coopération, qu'est-ce que c'est pour nous, pour vous, voilà, pour chacun, qu'est-ce que c'est que la coopération? Pourquoi initier une démarche de coopération au service de son territoire et de son projet? Ensuite, si on veut démarrer un projet de coopération, par où on commence? Voilà, on va parler de coopération de manière générale et en s'appuyant notamment sur vos expériences aussi. Et ensuite, vers la fin, on prendra un petit temps de présentation du programme de coopération d'ATIS. Une fois qu'on a vu cette définition un petit peu de la coopération qu'on pose, on voudrait aussi vous partager euh, plusieurs. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire. Disons que c'est complémentaire à cette définition. Je pense que cette définition, elle est intéressante et elle se travaille. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, euh, on se dit pas d'entrée, on est co-auteur, co-autrice d'une œuvre commune et qu'il y a vraiment un chemin à parcourir. Euh, pardon, j'arrive pas à gérer en même temps les discussions dans le Mm. chat. Donc, si jamais il y a des questions, Luc, Ouais. je te laisse voilà, t'en occuper. Et s'il y a des échanges entre participants, il n'y a pas de souci. Donc, je disais, pour compléter un petit peu cette définition, on a aussi identifié des formes de coopération, même si, encore une fois, hein, la définition, pour moi, elle est en fond de tout ça. Et que pour aller vers ce chemin de la coopération en tant que co-auteur, co-autrice d'une œuvre commune, on peut être amené à identifier différentes formes de coopération, notamment une coopération de moyens, et c'est souvent ce qui peut arriver en premier, hein, coopération de moyens, on met en commun du matériel, des locaux, des outils, etc. Donc c'est comment on arrive à faire avec. Euh, Ensuite, on peut, pardon, on a ce qu'on appelle une coopération économique, où l'idée c'est de développer une nouvelle activité en commun. Donc c'est comment on fait ensemble. Avec bien sûr toute la partie dont on a parlé, hein, la vision commune, la coordination, partage des valeurs, etc. Et on peut aller vers une coopération stratégique qui est autour d'enjeux communs et comment on fait corps en fait avec d'autres acteurs. Et bien sûr, ces différents types de coopération, elles ne sont pas exclusives. Dans un projet de coopération, on peut retrouver les trois, on peut retrouver une seule, on peut retrouver, enfin voilà, ça peut bien évidemment s'imbriquer, mais c'est intéressant un peu d'identifier l'objet de la coopération dans ces différentes formes. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de partager. Si vous faites, donc dans la petite présentation de départ, on a quelques projets de coopération présents. Est-ce que quelqu'un veut nous partager un petit peu son expérience de coopération sur quel projet, peut-être le pourquoi ce projet de coopération, sur quel projet et avec qui? Je vais couper mon partage d'écran, comme ça on va pouvoir se voir. Hop.
Est-ce que quelqu'un a envie de partager son projet, pour qu'on puisse en parler, puis qu'on puisse peut-être un petit peu euh, apporter nos regards, nos points de vue par rapport à ce projet de coopération? Non, il n'y a pas de volontaire. Si, Sylvie. Oui, ouais. Oui, je veux bien. J'arrive pas à trouver en fait le petit icône pour lever la main, c'est pour ça que je le fais à l'ancienne. Eh ben, c'est très bien. Je veux bien dire quelques mots sur les projets d'habitat inclusif sur lesquels on travaille ici sur le territoire de La Rochelle. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de PTCE. Ça fait aussi partie des choses que j'ai dans un coin de ma tête pour vraiment avoir un tissu de coopération sur le territoire qui soit plus formalisé. Parce que pour l'instant, donc j'ai fondé une association qui va porter les projets, mais j'ai beaucoup travaillé en mode solo jusqu'à la création de l'association. Et je suis allée notamment frapper un certain nombre de portes. J'ai vu plus de 200 personnes aujourd'hui dans le cadre du travail d'ancrage territorial. Et pour moi, ça, c'est le début de la coopération sur le territoire, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de tous les acteurs qui pourraient être intéressés, qui trouvent un intérêt, que ce soit économique, citoyen, bénévole, en tant que personne concernée, pour entrer dans ces projets d'habitat inclusif dont l'écosystème est très très large, dont la coopération elle est vraiment très large. On va du département, de la région, des élus, de la mairie, des acteurs associatifs, des familles, des acteurs du médico-social. Voilà, et pour moi, on est sur une coopération qui, pour l'instant, est encore assez informelle. Elle se constitue de façon un peu plus formelle avec la création de ce collectif associatif, avec beaucoup de personnes autour qui sont là, voilà, et qui embarquent sur un sujet ou sur un autre. Voilà. Ok. Si j'essaie de reformuler, Oui, l'objet de la coopération, c'est la question de l'habitat inclusif, enfin, oui, qui peut, alors c'est même pas l'objet, c'est c'est le l'objectif. sens de la coopération finalement. C'est voilà autour du sujet de l'habitat inclusif et l'objet de la coopération, c'est de pouvoir peut-être créer C'est ça. différents Créer habitats. un premier. La question, l'objet, c'est l'accès au logement, à un logement ordinaire pour les personnes dites vulnérables et qui ont des difficultés à accéder à ce type de logement, un chez moi comme toi en fait. La coopération vient se faire avec tous les acteurs qui veulent aider à trouver des solutions pour qu'à un moment il y ait une remise des clés en fait. D'accord. Et donc, ça veut dire, si on parle en termes de projet, ça peut amener à plusieurs niveaux de coopération. Oui, absolument. Au niveau, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau du plaidoyer aussi. Il y a aussi de Oui, la coopération stratégique, mais il peut y avoir de la coopération économique en créant c'est ça, un premier logement, par exemple, et exactement. éventuellement de la coopération de moyens avec différents acteurs. Oui, ouais, Ok. il y a tous les axes, effectivement. On retrouve bien plusieurs formes de coopération. Ouais, c'est Ok, ça. ok, ok. Et aujourd'hui, dans ton collectif associatif, qu'est-ce que tu as comme typologie de partenaires? Alors hier, on avait par exemple une réunion d'interconnaissance et d'échange et on avait trois groupes, entre guillemets, de personnes. On avait plutôt des personnes avec un positionnement d'accompagnateurs ou de facilitateurs de projets qui ont déjà travaillé par exemple sur de l'habitat participatif. On avait des familles et on avait aussi des représentants d'associations avec parfois des personnes qui étaient les deux, qui étaient parents concernés et du coup militants dans une association. Ok. Vous Et n'aviez pas... j'avais invité des partenaires territoriaux comme l'OPHLM, la Voilà, mairie, ouais. etc., qui n'ont, à la période des c'est toujours compliqué, qui n'ont pas pu être là. Ok, ok, ok. Merci. Et donc, c'est vraiment un projet, enfin, une coopération qui démarre là, même si vous avez déjà, enfin, tu as déjà identifié l'association comme la modalité C'est de le facteur de coopération. rassemblement, le vecteur de rassemblement, l'association, en fait. Ok. Ça s'agrège autour de l'asso. Et donc, on est en route, le premier habitat, on peut imaginer fin 2027. Moi, j'ai commencé 2023, donc on est sur des projets longs, 4-5 ans, c'est en général le minimum. Ok, merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager le projet de coopération sur lequel vous travaillez?
Émilie? Hein, Mini? Oui, alors moi je travaille pas encore dessus, j'ai juste en tête une association qui fait appel à nous là pour éventuellement un accompagnement, mais on n'est pas encore dans la phase d'accompagnement. Et il s'agit d'un collectif donc constitué en association d'artisans d'art et d'artistes sur un territoire et qui a, je pense, qui est dans la coopération de moyens aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en gros, le collectif s'est construit sur une opportunité d'un lieu Mm. mutualisé dans lequel ils sont installés, ils travaillent individuellement à leurs activités. Et là, justement, j'ai l'impression qu'on est dans l'enjeu de passer de la coopération de moyens, qui est la base qui les rassemble, à une coopération plus aboutie, parce qu'il va falloir trouver un modèle économique aussi à cette structure, Mm. parce que là, le lieu est mis à disposition pour un temps, mais va passer dans un cadre avec un bail à terme. Euh, et donc voilà, tout leur enjeu, il me semble, mais j'ai besoin d'affiner avec eux leurs demandes, c'est de passer d'une coopération de moyens à une coopération peut-être économique, voire stratégique. Mais là, voilà, la difficulté que je vois, c'est la multiplicité des parties prenantes, justement, parce qu'il y a 20, 25 personnes différentes, des indépendants qui ont je pense, des objectifs très variés. Des cultures coopératives à maturité très différentes et des enjeux et des contraintes très différentes, c'est-à-dire des gens qui vivent de leur activité déjà, qui peuvent assumer un certain niveau de charge, des personnes qui sont complètement, enfin voilà, qui ont des activités mais qui ne sont pas économiquement viables aujourd'hui. Ok. Donc voilà. Et ils sont constitués en association, c'est ça Il y déjà a une ou... association qui est créée, oui. Ok. Ouais. Ok. Avec des choses quand même qui ont été faites, avec voilà, un petit groupe, je pense, leader, qui a quand même une culture coopérative et une culture de la gouvernance associative. Et donc, ils ont mis quand même en place pas mal de- d'instances de prise de décision. C'est une collégiale. Donc, ils sont Mm. Mm. en décision. Ok. Bon, bah, c'est super. Merci. On a deux exemples là de coopération et on va pouvoir s'appuyer un petit peu sur ces deux exemples, si vous voulez bien, sur la suite du webinaire et essayer de justement rebondir un peu par rapport à ces exemples sur les choses qu'on va retrouver ou pas ou qu'on peut questionner. Sylvie, ça fait penser à un embryon de coopérative Ouais. d'entrepreneurs, oui, ça pourrait être ça. Mais c'est peut-être pas l'objet de. Mais oui, oui, ça peut effectivement ressembler un petit peu à ça aussi. Tout dépend de l'objet de la coopération qu'ils veulent mettre en place. Si vous voulez bien, on continue, sauf si quelqu'un a envie de partager encore un exemple, un projet de coopération, mais ça va? Ok. Une fois qu'on a parlé de ces exemples de coopération, on voulait vous poser la question de pourquoi on a envie de coopérer. C'est quoi nos motivations? C'est quoi les vôtres déjà par rapport à vos projets de coopération, si vous en faites partie. Et puis, si vous n'en faites pas partie de coopération, vous avez certainement été amené à un moment ou à un autre en tout cas, travailler en collectif. De là à ce que soit collectif soit un collectif qui coopère ou qui collabore, enfin, peu importe. Mais qu'est-ce qui était, c'était quoi les motivations qu'on voulait pour aller, enfin, pour coopérer? Et c'est là Mm. où on va vous proposer ce fameux tableau blanc. Ça, Donc là aussi, mutualiser l'expérience, développer une activité économique, trouver un équilibre économique, gagner en visibilité, répondre à des problématiques précises mais complexes. Donc il y a la notion de, alors mettre en commun, comme on disait, mutualiser, etc. La notion de pouvoir être plus fort collectivement. Voilà, on est plus fort collectivement, s'enrichir mutuellement. Ne pas s'isoler, avoir un impact majeur à plusieurs, voilà. Euh,
ce que je note aussi dans le collectif et être plusieurs, on peut être plus fort, mais alors être, je sais pas comment l'exprimer, mais être plus, euh, plus fort, mais autrement. Euh, L'idée de diversifier les prismes de réflexion, voilà, je trouve ça intéressant de se dire que en fait, on est à plusieurs, on est aussi plus représentatif de la société, donc on diversifie les prismes de réflexion, et donc c'est plus facile d'apporter des solutions à des problématiques complexes lorsqu'on est, voilà, lorsqu'on est en coopération avec d'autres. C'est peut-être ça, derrière le terme faire émerger le troisième cerveau. Je connaissais pas ce terme, je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas qui l'a mis, mais j'imagine que c'est ça, le troisième cerveau, c'est celui qui rassemble différents points de vue pour pouvoir justement avoir un regard plus complexe des choses. Mm. Ouais, Oui, c'est ça. C'est moi qui l'ai mis. En fait, ok. c'est une expression qui ressemble bien plein de choses, mais oui, c'est ça. En fait, c'est que quand on réfléchit seul dans un coin, on est seul avec ses propres réflexions. Et quand on confronte ces réflexions à une deuxième personne qui a d'autres réflexions et d'autres prismes de réflexion, bah du coup, il y a forcément une troisième idée Ouais, qui sort. Et donc, c'est un petit schéma imagé mentalement pour dire ça. ok. Mais en tout cas, moi, je connaissais pas et je trouve ça super et je me permettrai de réutiliser le troisième cerveau. Avec plaisir. Euh, Merci. Enfin voilà, on retrouve pas mal de choses, avoir un impact majeur, donc, et on rejoint un peu derrière les motivations peut-être plus profondes de tout ça, c'est le fameux monde de demain dont beaucoup ont rêvé pendant le Covid. Enfin, en tout cas, ça me parle. Euh, et ça rejoint finalement cette notion de troisième cerveau aussi. Refaire société différemment, positivement, voilà, je retrouve un peu des choses là-dessus. Pallier aux défaillances de notre système actuel, remettre un peu de justice sociale. Voilà, donc ça redonne aussi du sens c'est la motivation qui va, pour moi, un peu plus profonde, qui va amener le sens de persister dans la coopération pour aller vers ces modèles-là, on va dire, vers ces paradigmes-là. Merci en tout cas pour vos partages. On va retrouver pas mal d'éléments là qui ont été présentés sur un- la suite de la présentation et un petit schéma que je vais vous présenter. Euh, hop, faut que je le retrouve. Voilà, il est là. J'ai toujours du mal à naviguer un peu entre partage, on arrête le partage, on continue le partage. Tu nous partageras, Fanmani, Le support. les petits supports, ouais, ça Ouais, marche. Ouais. complètement. Vous aurez les supports, ce qui a été mis sur sur les tableaux blancs, et puis l'enregistrement. Bon, je reviens, je suis allée beaucoup trop loin. Et donc, euh, une des motivations à coopérer, c'est de gagner en compétences. En fait, on diversifie, on est plus nombreux, donc on gagne en compétences, on partage ses compétences, on acquiert de nouvelles compétences, on amène à donner du sens commun, et on bénéficie d'un réseau qui est déjà existant. Euh, donc, ça permet de renforcer son organisation, finalement. Ça, c'est une des motivations, un des enjeux de la coopération. C'est ça. Ensuite, on peut vouloir coopérer aussi pour améliorer son service auprès des bénéficiaires, puisqu'on disait tout à l'heure, voilà, ça permet de mieux répondre aux besoins en élargissant l'offre. Parfois, on n'a pas besoin de se développer en interne pour mieux répondre aux besoins, mais coopérer avec d'autres acteurs qui existent déjà pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de ces bénéficiaires. Donc, voilà. On peut aussi améliorer les services auprès des bénéficiaires en coopérant avec les bénéficiaires. Euh, voilà. Souvent, les personnes concernées ont peut-être des éléments à nous apporter aussi sur les réponses qu'on veut leur apporter. Euh, Ça permet d'expérimenter de nouveaux projets, de rendre plus lisibles les offres possibles en coopérant justement avec d'autres acteurs et en essayant de sortir de cette parfois logique concurrentielle. Voilà, ça permet aussi d'améliorer ces services auprès des bénéficiaires. Et donc, tout ça, ça permet de renforcer son modèle économique, finalement.
et une troisième motivation à coopérer qui est celle de construire sa légitimité sur un territoire. Donc en allant plus loin que de la coopération de moyens ou même économique, mais en allant autour d'un plaidoyer commun. C'est un peu moi, ce que j'entends par le projet de coopération de Sylvie. Elle va aller plus loin et elle essaye d'amener ça aussi. Organiser ce plaidoyer commun et donc essayer de répondre de manière concertée, favoriser un maillage sur le territoire, rendre visible l'impact sur les publics cibles et nouer une meilleure relation aussi avec les partenaires du territoire pour mieux répondre aux besoins, voilà. Donc ça va permettre de renforcer aussi son positionnement. Voilà, ça c'est de manière un peu résumée et compactée, trois grandes motivations à coopérer, même si voilà, on peut retrouver pas mal de choses que vous avez présentées tout à l'heure. Et à la base de tout ça, finalement, on retrouve quand même la confiance. Il y a tout ce travail de confiance sur lequel on a besoin d'avancer, de travailler, d'entretenir pour, pour pouvoir mettre en place une coopération. Ce schéma, juste pour vous le présenter 2 secondes, il est tiré d'un document de la VISE sur coopérer, jouer collectif. Donc vous pouvez le retrouver avec le lien présenté ci-dessous. Voilà. Est-ce que vous retrouvez un petit peu formulé autrement? Il manque certainement la question du sens, même si on peut le retrouver dans organiser un plaidoyer commun, c'est une autre façon de le présenter, mais la question du sens des motivations profondes dont on parlait, changer de paradigme, etc. On peut le retrouver là-dessus, mais est-ce que vous retrouvez un petit peu les éléments que vous avez mis tout à l'heure sur le tableau blanc? Ou est-ce qu'il manque des choses selon vous? Non, pas de réaction, ça marche. Euh, du coup, je ne sais plus où on en est. Puis moi, Euh, j'avais juste une petite réaction, Fanny. Je me disais que un des enjeux, c'est aussi de faire un choix, parce que dans tout ce qui est listé, là, on peut, dans un projet, avoir envie de tout faire, en fait. Complètement. Sauf que, enfin, ça rejoint ce qu'on discutait en groupe tout à l'heure, c'est la question du périmètre de coopération, c'est-à-dire, à un moment donné, voilà. Mais bon, je- En fait, oui, je suis complètement d'accord. Il y a la question du choix et peut-être, mais c'est intéressant d'avoir une vision aussi un peu globale de- du potentiel. Et moi, je raisonnerais plus en choix, sous forme un peu de phasage, comme ouais, on c'est ça. fait un phasage de projet Ouais. par étape, en se disant, ben voilà, par quoi on commence et à quoi on fait attention sur le moment et ensuite comment on évolue Mm. sur la suite. Ouais, complètement. Clémentine? Oui, je me demandais si il manquait pas la notion de gouvernance, du coup, qui rejoindrait cette notion de décision, etc. Oui, alors la gouvernance, pour le coup, c'est un moyen. Là, on était sur ce qui est présenté là, c'est les motivations à coopérer, mais effectivement, pour en arriver là, pourquoi on veut coopérer, c'est pour tout ça. Mais ensuite, il y a des moyens à mettre en œuvre. Et parmi les moyens, effectivement, il y a la gouvernance, mais pas que. Il va y avoir tout un tas de choses à mettre en place aussi. Mais effectivement, la gouvernance, elle est essentielle, y compris sur la question de la confiance, hein. Elle est très, très importante. On va le voir à la suite. Ce qu'on va vous proposer maintenant, dans la suite de la présentation, c'est l'approche de la coopération telle qu'on l'a définie nous chez Atis au sein du programme et qu'on met en œuvre dans l'ensemble de ce programme. En fait, on a identifié 3 dimensions de la coopération qui sont imbriquées les unes dans les autres et sur lesquelles, en tout cas, on va porter attention dans le cadre du programme. Et pour nous, c'est important d'avoir la vision de ces 3 dimensions. Et pareil, hein, qu'on ne va pas forcément traiter tous les 3 en même temps, mais il est important d'avoir cette vision de l'ensemble.
On porte une attention, en tout cas, à la dimension humaine de la coopération, c'est-à-dire cette notion un peu de savoir-être, de relation à soi, de relation à l'autre. Ça a été dit plusieurs fois sous une autre forme, mais pour moi, j'entends cette dimension humaine. Lorsque vous avez parlé de culture personnelle, ou culture d'entreprise, parfois on disait culture d'entreprise, mais notamment la culture personnelle un petit peu, nos prismes individuels, voilà, c'est ça en fait la dimension humaine. C'est tout ce qui amène à la transformation individuelle, la notion de maturité coopérative, l'interrelationnel, voilà. Nous, on va porter attention à ça aussi, parce que sans changement, en tout cas sans prise en compte de cette dimension humaine, la coopération est difficile à mettre en œuvre. On coopère avec des personnes, on ne coopère pas avec des fonctions ou des rôles. Voilà, on est nous-mêmes des personnes et au final, même si on essaye, on fait de la coopération dans son cadre professionnel, au final, c'est moi en tant que personne qui coopère, c'est moi avec mes peurs, avec mes préjugés, avec mon parcours, avec mon prisme en fait, qui coopère. Et donc, si on prend pas conscience que la coopération, elle passe aussi par un changement de cette dimension humaine, en tout cas une prise de conscience, on risque de passer à côté de quelque chose. Donc voilà, nous, on va s'intéresser à ça aussi, à la dimension humaine. On va s'intéresser, bien sûr, à la dimension un peu structurelle, organisationnelle de la coopération. C'est souvent la porte d'entrée hein, de la coopération. Cette dimension structurelle, ça va être tout le travail d'animation, de facilitation, le cadre organisationnel, le statut juridique, la gouvernance qu'on veut mettre en place, etc. Donc, cette dimension structurelle, elle est souvent, c'est celle, encore une fois, moi je dis, c'est la, la partie émergée de l'iceberg de la coopération. On va s'intéresser à ça, mais il faut aller aussi plus profondément sur la dimension humaine. Et on a une troisième dimension qui est un peu euh, expérientielle. Alors, voilà, on l'a proposé ce terme expérientiel, qui est en fait, pour le dire autrement, c'est comment en coopération, on pédale et on se regarde pédaler. Comment on porte attention aussi au processus de coopération, à ce qui se passe entre les humains, à ce qui se passe du point de vue de la coopération elle-même en tant que projet, tout autant que le projet qu'on veut mettre en place. Si je reprends l'exemple d'Émilie et son collectif d'artisans et d'artistes, comment on fait autant attention à le modèle économique de ce collectif sur ce lieu, puisqu'il va falloir trouver un modèle économique, parce qu'il y aura un bail, etc. Et que chacun individuellement puisse aussi être satisfait de ça. Donc, comment on fait autant attention à ça, à ce projet économique en collectif, que aux relations, à la façon dont on prend les décisions ensemble, à ce que chacun justement arrive à être, euh, enfin s'y retrouve en tout cas dans la façon dont le projet économique va avoir lieu et éventuellement comment chacun entre et sort du collectif. Enfin voilà, cette vraiment dimension de dynamique de coopération, c'est important d'y regarder et de faire attention à ça et de soigner ça tout autant que le projet économique en lui-même. Donc cette dimension expérientielle, pour le résumer autrement, c'est comment on avance dans le projet et de temps en temps, on se regarde et on se dit, tiens, comment ça s'est passé du point de vue de notre dynamique de coopération, de notre geste coopératif, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, comment se passe ce processus de collectif et comment on veille à ce que, puisqu'on a envie de faire un projet de coopération, comment on veille à ce que la coopération soit aussi un projet en tant que tel. Ça va? Je vous ai pas perdu dans mes, dans mes définitions. Voilà. Donc nous, on essaye dans le programme ATIS, dans le programme coopération d'ATIS, on aborde en tout cas ces trois dimensions de la coopération et on accompagne, on interroge l'idée de prendre soin du chemin, ouais. On interroge tout ça.
Je suis désolée, j'arrive pas à suivre le chat en même temps. Il y a un document qui a été envoyé, mais on regardera plus tard. À ce schéma sur les 3 dimensions, on voulait ajouter la notion de fonction ou d'éléments, en tout cas, ouais, c'est plus des fonctions qui sont essentielles aussi au processus de coopération. Donc, on prête attention à ces 3 dimensions et aussi, c'est important pour nous de rendre visible, de décider ensemble et de rendre visible des fonctions essentielles. La première fonction étant une fonction de pilotage. Comment on garde le cap, comment on construit l'horizon commun déjà, comment on le choisit, on le construit et comment on garde le cap de cet horizon commun. Pareil, c'est des choses qui ont été dites hein, tout au long du webinaire. Les valeurs communes, la vision commune. Et donc, cette fonction de pilotage, elle est importante. Elle redonne le sens, en fait, du collectif, de pourquoi est-ce qu'on est, la raison d'être, en fait, du collectif. Donc, une première fonction essentielle autour du pilotage. Une deuxième fonction essentielle autour du leadership, et plutôt un leadership partagé qu'un leadership ancré autour d'une personne. Voilà. Le leadership étant entendu comme la capacité à engager, à fédérer. C'est un peu différent de la question de pilotage, hein. Le pilotage, tout le monde peut être euh, garant du cap vers l'horizon commun, etc. Le leadership, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais c'est important de se dire que le leadership est aussi important dans un collectif de coopération et comment on s'assure que ce leadership puisse être partagé. Une autre fonction importante, c'est celle de l'animation, la facilitation, hein. C'est comment on organise le travail, comment on organise les échanges, comment on construit aussi le collectif, que ce soit sur l'aspect projet que sur l'aspect dynamique de coopération, hein. C'est aussi important. Et un quatrième élément, pardon, une quatrième fonction qui est la fonction de communication, que ce soit de la communication en interne pour fluidifier les échanges ou de la communication en externe aussi pour capitaliser un petit peu sur le chemin parcouru justement et en fait ancrer et rendre visible cette culture de coopération qu'on met en place. Et cette question de communication, on peut être amené à la sous-estimer, notamment la communication externe. Mais je pense qu'elle est importante parce qu'elle permet justement de rendre visible aussi l'avancée du projet, bien sûr, mais rendre visible le chemin de coopération qu'on suit. Et je reviens sur l'exemple d'Émilie, euh, sur le PTCE dont tu as parlé, avec justement un collectif qui disait plutôt que d'ouvrir à l'extérieur tout de suite, on les laisse participer pendant un an, prendre des décisions, etc. Voilà, une autre façon de faire, c'est aussi de les amener enfin en tout cas de capitaliser euh, pas que le résultat, mais le chemin qui a été fait, donc les différentes tentatives qui ont été faites avant, de pouvoir aussi capitaliser là-dessus et de communiquer sur ça à des nouveaux arrivants pour qu'ils puissent prendre conscience de tout le chemin et pas juste arriver et dire ah bah tiens on pourrait faire ça alors que ça a déjà été proposé, enfin voilà, et dans quelles conditions ça a été pris. Donc cette question de capitalisation pour moi elle est très importante sur la coopération parce que ça dit aussi quel chemin a été fait jusque-là. Et un dernier point à pas sous-estimer, c'est les moyens à engager dans la coopération, que ce soit des moyens humains en temps, mais aussi en euros. Donc voilà, c'est prendre conscience de ça et puis de se dire, bah tiens, à quelle hauteur je suis capable que ce soit en temps ou en euros, encore une fois, à quelle hauteur je suis capable de m'engager et de construire à partir de là. Pas de construire à partir d'un idéal qui serait, il faudrait que tout le monde s'engage dans le même temps, à la même hauteur financièrement. Euh, mais de se dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable d'apporter au collectif et voilà, et de partir de ça. Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Pas de questions? Est-ce que du coup, ça me fait réagir, est-ce que ça peut donner lieu à justement des coopérations variables, c'est-à-dire des groupes qui vont être dans une coopération
euh, plus intense parce que justement des enjeux communs, des problématiques communes, des moyens, enfin du coup des moyens, euh, ils y mettent des moyens en temps, et etc. Et puis d'autres groupes qui vont graviter avec des coopérations plus ponctuelles ou plus restreintes. Ouais, est-ce que vous avez des exemples en fait sur ce type de... Oui, oui, bah, c'est complètement possible. Bah, les exemples, en fait, on en retrouve si on pense tiers-lieu, par exemple. De manière générale, un tiers-lieu, l'objectif, c'est aussi on cherche la participation des usagers. On recherche dans un tiers-lieu la coopération entre les usagers et les personnes un peu plus permanentes qui sont là. Donc au final, on a quand même un collectif noyau qui gère, qui organise le lieu, qui propose des choses, et un deuxième niveau de collectif d'usagers qui va eh ben, participer et puis à qui aussi on demande voilà, qu'est-ce que vous aimeriez y faire, voilà, comment vous aimeriez qu'on change les choses, enfin voilà, qui participent aussi d'une certaine façon. Et en fait, l'idée, c'est comment on ouvre progressivement, si on a envie de coopérer, voilà, comment on peut ouvrir progressivement ce noyau organisateur à des usagers et comment on fait un espèce de processus d'intégration. Donc, ça fonctionne beaucoup comme ça, effectivement, hein, par niveau de coopération avec quand même un premier niveau de coopération qui est plus impliqué, mais il n'y a pas de... Enfin, voilà, ça, j'ai envie de dire, c'est c'est un schéma qu'on retrouve autour des lieux assez régulièrement, enfin assez régulièrement. J'ai pas de chiffres pour étayer ça, mais voilà, c'est un schéma qu'on retrouve souvent avec un noyau dur, ce qu'on appelle un noyau dur un peu. L'idée, c'est comment on arrive, si on veut aller euh, un peu plus dans la coopération, c'est comment on arrive à ne pas conditionner la coopération au fait d'être dans ce noyau dur et comment on arrive à ouvrir petit à petit euh, aux usagers parce que au final, si les tiers-lieux euh, vont vers une culture de la coopération avec des usagers qui coopèrent aussi, c'est qu'il y a une envie quand même quelque part et qu'on est freiné par on est souvent freiné par ben, on va décider plus facilement entre nous parce qu'on se connaît, parce qu'on a plus de disponibilité, parce que, enfin voilà, c'est souvent des freins qu'on se met et qui sont vrais, mais comment est-ce qu'on arrive à aller au-delà de ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Du coup, on va vous proposer de continuer. Euh, bon, une petite diapo rapide avec quelques petits ingrédients pour initier une démarche de coopération, mais en fait, j'ai presque pas envie de vous la montrer parce que je voudrais vous poser plutôt la question, vous l'aurez sur le support. Si là, aujourd'hui, à partir de ce qu'on a vu là tout de suite, mais à partir surtout de vos expériences, etc., si vous deviez enclencher une démarche de coopération économique territoriale, donc avec des acteurs du territoire, c'est vrai qu'on n'est pas allé sur ce définition de ce terme plus précis, mais l'idée derrière ce programme coopération d'ATIS, c'est de développer des coopérations territoriales, en fait, entre acteurs d'un même territoire. On se saisit d'un enjeu, soit notre enjeu et comment on arrive à l'élargir, soit d'un autre enjeu, et comment on arrive à coopérer pour apporter des réponses nouvelles, collectives à ces besoins qu'on a identifiés. Et donc, si vous deviez démarrer, enclencher une démarche de coopération économique territoriale, par où est-ce que vous souhaiteriez commencer, à votre avis? Enfin voilà, ce serait quoi votre prochain pas là? Allez, je vais fermer le partage, puisqu'on va aller sur un peu d'échange là maintenant. Peut-être Sylvie, Émilie, si vous avez, par rapport au projet que vous avez présenté, est-ce que, euh, est-ce que ça vous a inspiré des choses? Et Sylvie?
Oui, je veux bien commencer en témoignant justement de la façon dont j'ai démarré sur ce projet d'habitat inclusif. Alors ça, c'est lié à ce que je suis et je crois que c'est important de faire aussi avec ce qu'on est et pas de se mettre des injonctions de il faudrait faire comme ça. En tous les cas, moi, ça, c'est contre-productif. Donc la façon dont j'y suis allée, c'est que j'avais un contact de quelqu'un dans mon réseau perso qui est élu sur une commune de la CDA. Et c'est la première personne à qui je suis allée présenter le projet avec le maire, justement, avec qui elle travaille. Et ça a été un, en fait, j'y suis allée progressivement comme ça, de contact en contact. J'ai commencé par quelque chose qui était un peu, comment dire, c'est presque comme si c'était déjà une alliée puisque je la connaissais, donc j'avais pas de grosse prise de risque et ça m'a donné confiance au fur et à mesure et ça a fini par faire une toile qui est désormais énorme. Mais moi, j'ai besoin de commencer, j'appelle ça commencer petit, entre guillemets, c'est-à-dire sur une zone. Je sors de ma zone de confort, mais pas trop, suffisamment pour y aller, mais pas trop pour me mettre en inconfort et du coup que ça biaise mon message ou en tous les cas que ce soit contre-productif pour le message. Mais c'est vraiment de l'ordre de l'intuition et c'est très personnel. Donc voilà. Mais ça marche plutôt pas mal. Donc voilà. Merci. Est-ce que je peux te poser une question Ouais. sur le message, justement? Pardon, sûr, j'ai pas entendu. Le message, tu disais commencer petit pour, voilà. Ouais. Sur quoi apporter ton message? En fait, les premiers rendez-vous, et ça continue encore maintenant, à chaque premier rendez-vous, je ne viens jamais rien demander, ni d'argent, ni de partenariat, ni de contact de quoi que ce soit. Je viens porter l'intention du projet. Ouais. Voilà. Donc au départ, c'était G, maintenant c'est l'association. Nous avons ce projet-là, on a envie d'échanger avec vous parce que vous faites partie des acteurs du territoire qu'on a identifiés comme potentiellement intéressés à un titre ou un autre. Et si c'est OK, on vient vous présenter, on serait heureux d'échanger avec vous, recueillir aussi vos retours d'expérience ou des choses comme ça. C'est Mm. juste, y a rien à la clé. Et c'est comme ça que moi, je suis le plus confortable. Et je me demande souvent si d'ailleurs mes interlocuteurs, parce que j'ai eu une fois un rendez-vous avec quelqu'un qui m'a demandé plusieurs fois, on ne pourra pas vous donner d'argent, donc si vous avez besoin d'argent, c'est pas la peine. Et en fait, non, non, on vient, enfin, ce projet a besoin de tout. Il a besoin de l'adhésion de plein de monde sur le territoire, et ça peut juste être une adhésion de cœur et d'intention, et c'est déjà énorme en fait. Donc, c'est comme, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui. Moi, ce que je retiens Disponible dans une demi-heure. ce que je retiens, c'est porter l'intention du projet aussi euh, et pas que comment dire, le détail du projet ou le concret du projet. Je pense que c'est important de parler d'intention et derrière intention, j'entends, alors je vais utiliser des grands mots, hein, mais comment mon projet transforme la société d'aujourd'hui. Je pense que c'est important de porter ça C'est ça. aussi. Oui, Euh, c'est ça, ça relève aussi un peu de la posture citoyenne militante, alors après que j'adapte en fonction des interlocuteurs, pour froisser personne, pour respecter tous les points de vue, ne serait-ce que politiques. Enfin, je parle différemment, par exemple, aux députés, aux équipes municipales en fonction de la couleur, voilà, au département, etc. Donc, ouais, c'est vraiment porter le projet en tant que faire société différemment, justement répondre à une question du logement qui est quelque chose d'assez concret, mais et par contre, ça, c'est un des points faibles quand je rencontre les gens, c'est que j'ai du mal justement à rentrer dans du concret. Donc maintenant, ok. j'apprends à le faire parce que bah, voilà, quand on rencontre une fois une personne, c'est bien aussi de nourrir la relation. Et si la fois d'après, on n'a rien de plus concret à venir Ouais. présenter, au bout d'un moment, la relation, elle s'étiole, quoi. Donc voilà, et donc à présenter des chiffres, c'est la période dans laquelle j'arrive. Ok. Merci, ouais, merci pour ton partage. Est-ce que, Émilie, tu voulais toi rajouter quelque chose par rapport à au collectif? Est-ce que, voilà, sur une... Excusez-moi pour la petite tout à l'heure. Pas de souci. Bah alors, je connais pas bien, mais je vois un petit peu ce qui s'est passé pour eux ces derniers mois. J'ai l'impression que par rapport à la question de par quoi on commence, eux, leur dynamique, ça a été de commencer par des choses très concrètes, de mettre en place, voilà, des petites actions de visibilité, oui, de visibilisation de qui ils sont individuellement et qui ils sont collectifs. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce collectif collectivement? Ouais, Ça passe quand même plus par de la visibilisation individuelle.
j'ai l'impression aujourd'hui. Enfin, moi, ce que j'en vois, c'est ça. C'est-à-dire, Ok. on fait ensemble des choses, des petits événements pour permettre aux habitants du territoire de voir qui sont ces artistes, qui sont ces artisans, quels sont leurs produits, leurs services. Euh, voilà. Ok. Et ça leur permet aussi de justifier un peu leur présence et de la mise à disposition de ce lieu aussi Ouais. actuel, euh, et d'animer une petite dynamique autour de l'artisanat d'art et du volet artistique sur le territoire, quoi. Mm. Moi, ça me fait rebondir ce que tu me dis. Enfin, c'est effectivement un truc de commencer par des petites actions de coopération aussi. C'est intéressant. Et c'est intéressant, du coup, de se mettre un peu sur une posture sur la dimension expérientielle et de prendre le recul parfois, une fois qu'on a fait ça, de prendre aussi ce recul et de se dire, tiens, on a fait ça ensemble. Du coup, comment ça s'est passé? Comment moi je l'ai vécu individuellement, d'un point de vue de la dynamique de coopération, tu vois? Je pense que c'est exactement les temps qui sont intéressants à analyser en dynamique de coopération et de se dire, comment on ferait mieux la prochaine fois? Comment est-ce que voilà, on essaye de fluidifier les choses, on essaye voilà, de pouvoir se dire ce qui n'a pas marché, ce qui n'est pas allé, et y compris d'un point de vue individuel, hein. Moi, je me suis pas sentie écoutée sur cette action-là, parce que peu importe la raison, de pouvoir l'entendre le dire, et puis de pouvoir essayer de trouver des solutions ensemble. Et donc ça, nous, c'est ce qu'on appelle un peu dans l'accompagnement, c'est comment dans un collectif de coopération, on fait aussi, on avance aussi par petits pas et on regarde, on analyse un peu comment on a avancé pour apprendre de ça parce qu'on peut pas toujours poser d'emblée un fonctionnement global et de se dire voilà, on va fonctionner comme ça. C'est souvent en le faisant et parfois c'est intéressant de le faire sur des petites actions, voire sur des actions qui ont peu d'enjeux. On se dit bon, faisons ça ensemble et on verra. Et ça peut être ça peut être très bête, ça peut être faisons un repas ensemble et voyons après, et après surtout, c'est pas juste le faire, mais c'est après coup, on prend le temps d'analyser un peu comment ça s'est passé, et voilà, comment chacun a vécu. Donc voilà, ça c'est un peu un exemple si c'était pas suffisamment clair pour vous, un exemple de comment on aborde la dimension expérientielle de la coopération, c'est pouvoir faire ce pas de côté et analyser tout ça. Merci Émilie. Est-ce que parmi les autres, si vous avez des projets de coopération ou des envies de coopération mais vous n'avez pas encore, je crois que c'est Charlie qui disait une envie de coopération, mais voilà, rien de formel aujourd'hui. Qu'est-ce que vous feriez comme première prochaine étape? Alors j'ai dit Charlie, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ouais. De notre côté, en fait, on veut mettre en place un espace de vie sociale, Ouais. donc faire vivre un peu les personnes du territoire en proposant des activités, voilà, dans un lieu qui est commun. Et bon, en l'occurrence, c'est relativement concret pour la prochaine action. Ça va être la rencontre des différents acteurs de collectivités territoriales pour venir présenter le projet et alors plus, on va dire, sur la partie ADN du projet, qu'est-ce qu'on porte. Mm. Et pour la partie concrète, après, l'association a déjà une existence, donc on a déjà des expériences sur lesquelles on peut se baser pour venir, on va dire, montrer notre pertinence. Mm. Mais là, ce sera plus tout simplement de la présentation. Qui on est, ça ils le savent, mais qu'est-ce qu'on propose de nouveau et dans quelle mesure on peut se nourrir les uns des autres pour faire avancer ça. Ok. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, les EVS, les centres sociaux ont aussi cette démarche de participation citoyenne qu'on pourrait appeler aussi coopération et que c'est souvent pas appelé comme ça parce que c'est pas forcément le jargon utilisé, mais à présenter à une collectivité territoriale, on peut aussi parler de coopération et de co-construction, de coopération y compris avec les habitants et donc de rendre les habitants acteurs de ces espaces que vous créez.
Et complètement, d'autant que c'est le but. Et je pense que ce soit pour les habitants, pour les collectivités territoriales ou pour nous, le mot coopération, enfin, ça va résonner partout. Il y a pas de souci. Ouais. Donc l'ADN du projet, y compris avec cette dimension de coopération avec les usagers, quoi. Tout à fait. Ouais. Très bien, merci. Euh, Sur la partie un peu présentation, acculturation, cette notion de coopération et comment on l'aborde dans le programme coopération, on en a terminé pour l'instant. On, on peut se laisser la place là de 5 10 minutes de questions, si vous avez des questions, et puis après je vous présenterai, ou Luc vous présentera la suite. Enfin voilà, ce qu'on propose nous dans le programme d'accompagnement en coopération chez Atis. Donc là, on peut prendre quelques questions si vous avez des questions ou des partages. Le programme coopération, de quoi il se compose, et puis les prochaines étapes. Donc vous aurez une petite page avec des ressources pour aller plus loin si vous voulez aussi par rapport à ce qu'on se dit sur la coopération. Et donc la suite. Donc, le programme coopération, il découpe en deux grosses parties. Il y a la partie acculturation, coopérer pourquoi pas vous. Donc, c'est parti en fait le webinaire que vous êtes en train de suivre et qui est composé aussi par la suite de deux ateliers en présentiel qui se suivent, qui a pour but euh, qui s'adresse surtout en fait à des structures, de personnes morales qui souhaitent s'engager dans un projet de coopération économique et territoriale. Alors, il est dit structure personne morale, mais vous n'êtes pas obligé, enfin, d'être une structure morale pour venir. Vous pouvez aussi avoir juste une idée d'un projet de coopération vouloir se confronter à cette idée à travers des ateliers qui vous permettent de concrétiser un peu le cheminement vers la coopération. Et donc, c'est, euh, il va y avoir en fait deux ateliers prochainement en Vienne, donc le jeudi 20 février et le jeudi 10 avril. Euh, et ensuite, il va y avoir aussi un autre cycle d'ateliers en Lot-et-Garonne le jeudi 17 avril et le mardi 19 juin. Est-ce que vous avez quelques questions sur juste sur la partie coopérer, pourquoi pas vous, les ateliers, peut-être qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, je sais pas. Je Les- peux, les- je Oui, peux pardon. présenter déjà, pardon, parce que c'est vrai qu'on a, hop, il y a cette diapo qui va redire un peu le contenu des Ok, ateliers. d'accord. Mais je crois qu'il y avait une question quand même. J'ai pas bien compris. Les ateliers coopérés, pourquoi pas vous? Est-ce que c'est le webinaire qu'on fait là? Euh, C'est autre chose. Alors Ok. en Et fait, il y a en un jour fait, 1 et un jour 2. Les deux c'est ça, dates sont des dates, il y a des contenus différents, c'est ça? C'est ça, c'est un c'est cycle ça. d'ateliers, oui. Ok. En fait, les ateliers font partie de la même brique que le webinaire d'aujourd'hui, qui sert un peu à acculturer à cette question de coopération et à se dire, tiens, pourquoi, pourquoi pas se lancer? Et on va plus loin sur les ateliers pour aller vers vraiment poser les enjeux et les prochains, identifier ses futurs partenaires de coopération, poser les prochaines étapes, commencer à réfléchir à la formalisation de l'engagement du collectif, hein, voilà, et commencer à s'outiller. Donc ces ateliers Ouais. sont ouverts à tous et toutes. Euh, Effectivement, il y a pas de condition d'être d'une structure ou pas. Et il n'y a pas forcément de condition si vous êtes seul aujourd'hui, mais que vous avez une volonté de réfléchir à un projet de coopération économique et territoriale. Donc, je redis, hein, coopération territoriale, donc sur un même territoire,
et avec l'idée de créer un projet, de monter un projet en commun avec d'autres acteurs, ben voilà, vous pouvez vous inscrire. C'est des ateliers qui sont gratuits parce qu'on ne l'a pas présenté dès le début, mais effectivement, c'est un programme qui est financé par des partenaires, notamment le Bordeaux Métropole, le FSE via la région, la Fondation de France et Malakoff Humanis, voilà, qui sont nos financeurs du projet. Voilà. Sur, il y a peut-être revenir sur la diapo d'avant, parler et donc aussi, donc là c'est pour donc la partie acculturation là qui a été présentée rapidement, et il y a aussi un parcours d'accompagnement, donc un parcours qui est sur mesure. Là, ça va être vraiment à destination de collectifs. Alors, ce qu'on entend par collectif, ça va être donc plutôt une structure de l'ESS avec une autre, enfin un collectif, c'est deux structures morales, quoi, dont une structure de l'ESS. L'autre structure peut être une entreprise, une collectivité, pas de souci. Et Et pardon, juste, et sur oui, la question des collectifs, on peut accompagner toute taille, donc c'est minimum deux structures, mm, mais ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6, voire oui, plus. Il y a un collectif en Charente, par exemple, de 9 structures qui sont en cours d'accompagnement aujourd'hui. oui. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main. Mm, Oui, oui, Ah, pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. oui, J'ai deux questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez me dire les ateliers en Vienne et en Lot-et-Garonne, est-ce que vous savez dans quelle ville? Parce que moi, par exemple, étant sur Bordeaux, ça peut être l'un ou l'autre, mais ça dépend un petit peu aussi dans quelle ville sur les départements. Ma deuxième question, moi, je pourrais être intéressée pour un projet de coopération. Je suis un GEC avec d'autres GEC, mais qui sont sur d'autres régions. On est sur le même secteur d'activité, mais on est sur des régions différentes. On est chacun une association indépendante l'une de l'autre, hein, chacun ses statuts, chacun sa vie, mais on a des intérêts communs qui pourraient nous amener à travailler mieux sur notre coopération. Est-ce que ça fait partie des choses qu'on pourrait envisager dans le cadre de l'accompagnement? Sur quelle région sont les autres GIEC? On est 10 sur le même secteur d'activité, donc il y a 10 régions. Ah oui. La difficulté là, elle va être géographique, c'est-à-dire que l'accompagnement sur le programme d'accompagnement, c'est un accompagnement sur mesure de proximité sur 24 mois. Et en fait, alors je vais le dire comme ça, si les autres GIEC sont prêts à venir une fois par trimestre et avoir un temps quelque part sur un des départements sur lesquels Oui, sont Atis, pourquoi pas? oui, Voilà, c'est pas forcément fermé, mais voilà, je pense que ça peut se discuter en en, de- aparté. On peut en essayer de, dehors, voilà, ouais, tout à mais fait. il y a pas de contre-indication en tout cas parce que c'est des structures d'autres territoires. À partir du moment où il y a au moins une structure du territoire, après ça va être la question un peu de sur quoi est-ce que vous voulez coopérer plus précisément. Et donc voilà, mais on peut en Oui, discuter si vous voulez. mm, On peut oui, oui. rappeler, voilà, se fixer un rendez-vous pour en échanger en individuel. Mm. Et pour les ateliers, est-ce que vous connaissez les lieux? Alors, moi, je peux vous dire pour la Vienne, a priori, ce sera Poitiers. Oui, Lot-et-Garonne, je crois que tu as mm. commencé à regarder. Voilà, Lot-et-Garonne, on commence à regarder. Bon, on peut pas encore dire le lieu, mais ça va être prochainement. oui, parce que le On regarde. Lot-et-Garonne, effectivement, Marmande ou Agen, c'est différent. Hmm, Merci. merci à vous. Euh, il me semble aussi peut-être rajouter quelque chose sur le parcours Lancez-vous. Il y a là une thématique aussi à, à avoir. C'est non, Non, plus plus, maintenant. parce que, alors, juste D'accord. pour vous redire, donc,
plus en détail le parcours d'accompagnement. Donc, c'est un accompagnement du collectif de proximité. Donc, ça va être voilà, soit sur un des départements Mm. sur lesquels on est présent, avec ces rendez-vous estimés à un rendez-vous par trimestre, mais en fait, ça se retravaille avec le collectif. Sur 2 ans, il y a des temps de séminaire en collectif avec d'autres collectifs accompagnés. Donc, on en a eu un en novembre dernier. Des temps de séminaire, voilà, pour favoriser le partage entre pairs et puis rencontrer aussi d'autres. On essaye sur les temps de séminaire d'avoir un apport extérieur. Donc là, en l'occurrence, on a eu l'Université du Nou qui était présent. On peut avoir un rendez-vous individuel à la carte avec un expert juridique lorsque on avance un peu sur la constitution, la formalisation du collectif et qu'il y a besoin de s'interroger sur les différents statuts possibles. Et il y a un carnet de bord qui est mis en place tout le long de l'accompagnement pour garder un peu trace aussi du processus d'accompagnement et notamment sur la partie dynamique de coopération et une mise en lien avec les différents réseaux les différents partenaires réseaux. Voilà, c'est un parcours, et pas que le parcours, mais l'ensemble du programme, je vous disais, est cofinancé par des partenaires qui soient publics et privés, en fait. Et le parcours d'accompagnement était jusqu'à présent réservé, entre guillemets, à des projets dans le secteur du bien vieillir et de l'aide aux aidants, parce qu'on avait ces partenaires de Malakoff Humanis et Fondation de France. Aujourd'hui, il est plus ouvert grâce à un financement FSE, mais voilà, qui va pas permettre de financer beaucoup plus de parcours, mais il peut rester encore une, deux places pour des collectifs, pour des programmes, enfin pour des accompagnements sur mesure. Valérie Pouzet. Oui, petite question, est-ce qu'on peut participer aux ateliers sans intégrer le parcours? Tout à fait. C'est C'est vraiment possible. deux étapes différentes. Les ateliers, encore une fois, ça fait partie vraiment de la brique acculturation, coopérer, pourquoi pas vous. Et donc, il n'y a pas forcément nécessité de passer par, enfin, d'enchaîner avec un parcours. Et à l'inverse, il y a pas vous n'êtes pas obligé de passer par webinaire atelier pour intégrer le parcours d'accompagnement. D'accord, merci. Voilà, et c'est séparé. Mm. Est-ce que vous avez un projet au niveau de la MSA des Charentes pour lesquels il pourrait être intéressant d'avoir, enfin, que ce soit pour l'atelier, les ateliers ou ou le parcours? Pour les ateliers, oui, parce qu'il est toujours intéressant de se former, d'avoir une Oui. formation complémentaire, parce que je les vois sous forme de formation. Après, au niveau de la MSA des Charentes, oui, on a pas mal de projets. Mais après, c'est assez compliqué, je pense, justement d'intégrer dans le parcours plusieurs de nos collaborateurs. D'accord. Plus des collaborateurs, on va dire, soit des partenaires de l'emploi ou des partenaires institutionnels. Mm. Ok. Alors, Donc, juste pour donner un exemple, le, le collectif que j'accompagne déjà en Charente, c'est un collectif qui fait partie de la dynamique des aidants. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler en Charente. oui, Dynamique parce que des sur aidants en le Charente. groupe MSA, on a une plateforme qui s'appelle Interface CA. Alors, c'est pas vraiment les aidants, là, c'est plutôt les seniors Mm. pour aider les structures d'aide et d'accompagnement à domicile à promouvoir le métier, à l'accompagner et former notamment les aides à domicile. D'accord. Euh, Mais donc, juste pour vous donner un exemple, dans ce collectif, ils ont candidaté au parcours d'accompagnement. Ils vont démarrer le parcours d'accompagnement très prochainement, là. Font partie du collectif la direction autonomie du conseil départemental. mhm. Euh, Après différentes associations, l'UNA, le, l'ADAPI, etc. Enfin, il y a des associations, mais il y a aussi des institutionnels euh, voilà, qui se sont aussi engagés dans un parcours d'accompagnement. Donc, c'est pas non plus, alors, c'est pas un frein en tout cas pour
pour l'entrée dans le parcours. Il faut arriver à les convaincre et effectivement, il faut des personnes disponibles et intéressées pour pouvoir y participer. Mais voilà, c'est quand même possible. C'est pas, je comprends bien que c'est pas le plus facile de faire participer à un parcours d'accompagnement des institutionnels. Mais voilà, en tout cas, on a réussi à le faire sur ce sujet de la dynamique des aidants. Bon, après, il faut que je vois à la suite des ateliers parce que nous, Tout à on fait. est plus sur déjà sur des projets avec un cahier des charges. On est sur le cahier des charges et ensuite le pilotage de projets. D'accord. Donc là, je pense qu'on est en amont. Oui. Pour moi, la coopération, c'est vraiment en amont. Et cette coopération, la MSA des Charentes et le groupe MSA existent depuis l'après-guerre. Donc, cette coopération, on l'a déjà parce qu'on travaille sur les projets que l'on travaille, on travaille toujours avec les mêmes partenaires, tout compte fait. Mm. Que ce soit sur la dynamique emploi, la dynamique sociale, sont toujours les mêmes. Donc, on a D'accord. quand même, et quand les personnes veulent monter un projet avec nous, ils viennent vers nous. Mm. Donc, peut-être qu'à l'issue des ateliers, je verrai plus comment on pourrait intégrer le parcours, mais pour ce faire, j'ai besoin de voir avec les ateliers. Ouais, je Ça va me comprends. permettre un petit peu d'avoir une meilleure visibilité. D'accord. Pas de souci. Merci. Je Oui, crois que moi c'est tout. j'avais une question, pardon, par rapport à... Bon, je vois bien la différence hein, par rapport au parcours que Atis porte aussi d'incubation, projet de l'ESS, mais du coup, j'imagine que c'est plutôt une brique complémentaire à, par exemple, des collectifs qui sont passés par l'incubateur, resuivre derrière le parcours Lancez-vous pour travailler plus la dynamique de coopération. Voilà, je Pas pense à mon collectif toujours d'artistes et d'artisans. Est-ce qu'il pourrait avoir intérêt à faire plutôt l'un ou plutôt l'autre Alors, en fait, il n'y a pas forcément d'enchaînement, mais effectivement, on peut réorienter d'un côté ou de l'autre. La différence, c'est que sur le parcours, en fait, on va accompagner. L'idée, c'est un accompagnement interstructure. Enfin, voilà, c'est de la coopération interorganisation. Donc, Hmm. c'est plusieurs statuts juridiques, pour le dire comme ça, qui décident sur un même territoire de monter un projet. Si dans le cadre du collectif, il y a déjà une association créée et qu'en fait, même s'il y a des structures juridiques qui sont indépendants, chacun sont indépendants et indépendants, mais au final, c'est des individus qui coopèrent au sein d'une association. Je pense que ça relève plus du parcours d'incubation, Hmm. parce que c'est un accompagnement, en fait, finalement, d'un projet collectif sous un statut juridique. Donc ça, ce serait plus proche de ce qu'on fait dans le parcours d'incubation. Le parcours d'accompagnement à la coopération, encore une fois, il s'adresse vraiment à des collectifs de personnes morales qui n'ont pas encore décidé ou qui peuvent commencer à y réfléchir, mais en tout cas, c'est des personnes morales. Encore une fois, c'est des structures qui ont pour vocation à continuer à exister en dehors du projet de coopération. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Euh, oui. Après, Ouais. sur une étape voilà, préliminaire à ça, peut-être que les ateliers peuvent déjà apporter des éléments de réponse à Ouais. sans aller jusqu'à l'incubation, parce qu'effectivement, si ils font déjà des choses ensemble, etc., le parcours d'incubation est peut-être un peu trop complet Hmm. pour ce qui les Hmm. intéresse, et dans ce cas-là, peut-être que les ateliers commenceront à apporter des éléments de réponse, hein. Hmm. Ça, c'est possible d'intégrer, même ils ont pas fait ce webinaire, ce premier Tout à webinaire. fait, Ok. pareil. On peut très bien avoir fait les ateliers sans avoir fait le webinaire. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le parcours en lui-même, enfin, l'ensemble du programme? Il y a d'autres questions?
Et puis je vous remets les différentes personnes référentes un peu de ce programme coopération. Donc Luc, qui est référent global, qui va être le premier niveau d'information. Voilà, la moindre question, n'hésitez pas à le contacter. Ouais. Moi, je vais être plutôt sur la partie, la référente, on va dire, plus spécifique sur la partie Ex-Poitou-Charentes. Et notre collègue Pierre Simonet, qui n'est pas là aujourd'hui, qui va plutôt être en charge de la partie Nord-Aquitaine. Donc, ça va être la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Dordogne.